Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Alors, je me présente pour commencer. Mon nom est Emla Achaud. Je suis humoriste, je suis chroniqueuse, animatrice de podcast et aussi ancienne journaliste sportive, ce qui fait dire à mes amis que j'ai un fétiche pour les boys clubs. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis très heureuse d'être ici. Je tiens aussi à vous dire que les gens dans le public, vous pouvez lever la main à tout moment pour poser des questions à nos autrices ici présentes, puis on ouvrira le plancher. Aussi, je vais vous dire qu'après cette causerie, dès 18h30, on va céder la place sur cette scène à Dialogue en ricochet, 3 voix de la romance, qui est une causerie qui sera animée par Élisabeth Dubé avec les autrices Christine Laramé, Azra Reed et Marie-Jeanne Rioux, où seront mises à l'honneur 3 visages de la romance. La dark romance, la green romance et la romantasy. Vous êtes bien sûr invités à rester, moi ça m'intrigue beaucoup. Alors sans plus attendre, je vous présente les 2 autrices avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir dans les 45 prochaines minutes. Alors tout de suite à ma droite, Sofiane Morancy, on peut l'applaudir. Salut! Sofiane Morancy qui a dirigé avec Jeanne-Mathieu Lessard l'ouvrage « Les féministes n'ont pas d'humour ». Lol. Une idée reçue qui a fait son temps chez Somme Toute. Merci d'être là, Sofiane. Plaisir. Et tout de suite à sa droite, nous avons Sarah Hébert, qu'on peut applaudir aussi. J'aime ça. Qui est l'autrice de Roche-Papier Citalopram aux éditions Quartz. Ouh, ça va être intéressant, cette petite discussion. J'ai déjà hâte. OK, alors on vous a réunis aujourd'hui parce que toutes les deux, vous semblez croire au pouvoir de l'humour, du rire, comme outil de lutte, comme manière de tenir tête au tabou. C'est déjà mystérieux, c'est déjà intéressant. Hein? OK. Fait qu'avant de se lancer dans vos livres, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vos parcours. Pour commencer, peut-être que les gens ne vous connaissent pas, ne vous ont pas encore lu. Alors, Sofiane, toi, tu es candidate au doctorat en sociologie. Ouais. Tu es titulaire, c'est comme vous voulez, d'une maîtrise en sciences politiques avec concentration en études féministes, d'un bac en relations internationales et droit international avec une concentration en études féministes. On remarque une petite tangente ici. Tu t'intéresses à l'humour féministe, au sexisme et au racisme dans l'industrie de l'humour au Québec, ainsi qu'au débat sur la liberté d'expression. Sofiane, tu es membre du chantier sur l'antiféminisme, de l'Observatoire de l'humour et du groupe de recherche sur l'industrie de l'humour. Je suis déjà brûlée. Ouais. Comment toi, ça va toi? T'es pas trop fatiguée? Ça va bien. Ça va, ouais. OK, on va en discuter plus tard. Toi, Sarah, tu es autrice et collagiste. Certaines personnes te connaissent peut-être pour ton excellent compte Instagram Bijoux de banlieue. Peut-être que vous le saviez même pas, mais que vous la suiviez déjà. Bijoux de banlieue, c'est aussi le nom de son premier livre que je viens tout juste de me procurer. Je vous le suggère fortement, même si je ne l'ai pas lu, je suis sûre que c'est bon. Aux éditions Marchand de Feuilles, le premier, qui est sorti en 2022. Quand vous repensez à votre parcours, toutes les deux, là, on peut y aller en alternance, qu'est-ce qui vous a mené au rire? Vas-y. Eh bon. C'est là, on commence large. Ouais. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur l'antiféminisme au départ. Et c'était un sujet que je trouvais fort intéressant. Et en étudiant, en fait, les discours antiféministes, je me suis rendu compte que un argument qui était fréquemment utilisé, c'était l'idée que les féministes n'avaient pas le sens de l'humour. Donc, à partir de là, j'ai commencé à creuser ça. Ça a toujours été un peu parallèle. Bon, j'adore rire, j'adore niaiser, mais c'était pas mon champ de recherche, on va dire. Et après est apparu les controverses de Mike Ward et Jérémy Gabriel, les controverses de Guy Nantel avec Alice Paquet, Guillaume Wagner, Marianne Dubert. Et en fait, la majorité des humoristes qui étaient critiqués pour avoir fait de l'humour sexiste revendiquaient leur droit à la liberté d'expression. Et bon, ça, c'est mon petit background en relations et droit international. J'étais comme, ah tiens, c'est intéressant cet argument-là. Donc, à partir de là, je me suis mis à m'intéresser à l'humour. Qu'est-ce que l'humour permet de dire, permet de faire? Justement, que l'humour, ça va permettre en fait de tenir des choses qui ne seraient pas tolérées, de dire des choses qui ne seraient pas tolérées dans le discours sérieux. Donc, je trouvais que c'était une forme de discours qui était très intéressante. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis enlignée vers l'humour généralement. Voilà. OK. Bien résumé. Toi, Sarah? Moi, je dirais que c'est super naturel aussi, mais c'est plus un moyen pour moi de passer ma colère et ma frustration en restant dans la joie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, j'imagine que tout le monde ici qui écoute les nouvelles est comme « Tabarnak! »
Moi, je pense que ça me fait vraiment du bien de faire un bon meme sur Instagram ou d'écrire, de transformer des pubs, de faire des bonnes blagues avec. C'est vraiment quelque chose qui relève de ma santé mentale. J'aime ça rire. Mon père aussi était super clown. On adorait écouter RBO chez nous. Je pense que je suis niaiseuse, tout en étant intelligente des fois, là. Mais j'aime ça aussi. Comme elle a dit, c'est plus facile d'aborder des sujets qui sont lourds avec de l'humour. Super, très bien dit. Sofiane, dans Les féministes n'ont pas d'humour, une idée reçue qui a fait son temps, c'est divisé en 2 parties. Ouais. OK? Donc, dans la première partie, pour les gens qui seraient intéressés à se le procurer, Jeanne et toi, vous avez regroupé des chercheurs, chercheuses féministes, mais de disciplines multiples. Hein, parce que oui, évidemment, il y a le stand-up, l'humour, certes, mais il y a aussi la BD, le théâtre, l'art clownesque même. C'est super intéressant. Fait que ça, vous l'avez fait pour proposer une analyse du rôle des féminismes dans la production humoristique québécoise moderne et contemporaine comme at large. Ouais. Puis après ça, dans la deuxième partie, vous cédez le plancher à des humoristes femmes et de la diversité de genre féministes. Puis là, vous leur avez vraiment donné carte blanche. Là. J'ai eu moi-même le plaisir de signer quelques textes. Là. C'est un petit peu un conflit d'intérêt ce soir. Fait que moi, je me demandais, mettons, ton objectif. Là, ça aussi, c'est large comme question, mais est-ce que c'était simplement pour coucher sur papier, mettons, tes années de recherche? Est-ce que c'était une espèce d'écœur en titre qu'on puisse pas mettre à côté les mots féminisme et drôle? Ça part d'où un petit peu? C'est une bonne question. En fait, au départ, je ne travaillais pas sur l'humour féministe et donc je travaillais vraiment plus sur l'humour anti-féministe. Donc, je travaillais sur les méchants. Et à un moment donné, je me suis mis à me récompenser en consommant de l'humour féministe. Et aussi, en fait, à travers mon mémoire, j'ai un peu montré comment, qu'en fait, les femmes et les féministes réussissaient quand même à changer l'industrie par rapport à tout ce qui est le boys club, on veut. Puis, dans le fond, ce que je me rendais compte, c'était que quand j'arrivais pour mettre des références scientifiques, j'en avais pas. Il fallait que je cite des balados, des journaux, puis ça, c'est pas assez scientifique à l'université. Fait que là, je me suis dit, il faudrait écrire un livre, comme ça, je pourrais le citer, tu sais. Je serai ma propre source. Je serai ma propre source. J'adore ça. Tellement une bonne idée. Non, c'est pas vrai, c'est vraiment pas conseillé, mais bref. Donc, ça a parti un peu de là. Lucie Joubert, qui était, dans le fond, qui est dans l'Observatoire de l'humour, est vraiment la première spécialiste des femmes en humour au Québec. Et elle m'a vraiment, j'aime dire que c'est un peu ma marraine, la bonne fée, parce que quand j'étais dans l'Observatoire, j'étais un bébé à la maîtrise. Elle me dit, ah ouais, dirige un livre, tu sais, mais ça, tu fais jamais ça d'habitude. Fait que elle m'a vraiment donné une belle poussée. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à faire ce livre-là, je trouvais ça super intéressant de travailler sur l'humour plus généralement, donner la parole à des théoriciennes. Mais ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, c'était justement des universitaires, des théoriciennes qui analysaient l'humour féministe et qui allaient dire ça, c'est de l'humour féministe, ça, c'en est, ça, c'en est pas. Puis moi, je me disais, mais au final, il faudrait peut-être comme poser la question aux gens qui sont vraiment sur la scène en train de faire de l'humour, tu sais. Et c'est un peu de cette idée-là et qui est venue la deuxième partie, donc qui est plus où est-ce qu'on donne vraiment le micro aux personnes qui font de l'humour. Et c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais donner vraiment carte blanche, parce que je voulais pas orienter. Mais finalement, ça a bien fini. Tout fonctionne à merveille. Je me savais plus que non, mais voilà. Merci. Je te l'ai dit en privé, mais je veux lui dire en public. Merci beaucoup d'avoir rendu visible le travail des humoristes féministes, parce que si je veux paraphraser mon amie Coralie Lapierrière, qui signe aussi des textes dans ce livre, qui est aussi une humoriste féministe, nous, en tant que humoristes engagés, personne ne nous engage. Fait qu'on est vraiment contents quand des gens comme toi nous fait des passes à la palette. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Toi, Sarah, dans Roche Papier Citalopram, tu abordes cette espèce d'étrange relation entre la santé mentale et le capitalisme. Tu pastiches avec tendresse le célèbre Reader's Digest. Ça m'a fait beaucoup rire. Dans le bas, ici, là, de la couverture, c'est écrit « Sélection de la lectrice digeste ». C'est comme ta traduction libre du Reader's Digest. Oui, c'était une traduction libre. En fait, je me suis inspirée de cet ouvrage-là, puis je trouvais que Roche Papier Citalopram, c'était un excellent titre. Ouais. Mais en même temps, je voulais que ce soit clair que sa forme est celle du Reader's Digest. Est-ce que les images sont sorties du Reader's Digest? Oui, sont principalement tirées de vieilles publicités de Reader's Digest et de Reader's Digest d'entre les années 50 et 80.
J'adore, mais tu fais preuve de vraiment beaucoup de vulnérabilité dans cet ouvrage-là. Tu traites sans tabou de ton propre trouble anxieux. Tu parles de médication. Puis la trame de fond de tout ça, malgré, si je peux dire, la gravité ou parfois la lourdeur, entre guillemets, de certains sujets abordés, bien, la trame de fond, c'est la légèreté, c'est l'humour. Puis on le dit souvent, l'humour pour défaire les tabous puis la honte qu'on associe trop souvent aux troubles de santé mentale. Je me demandais, Sarah, est-ce que tu as un peu, consciemment ou inconsciemment, écrit le livre que tu aurais aimé lire, aimé avoir accès à ce livre-là quand tu étais peut-être plus jeune puis quand tu vivais des moments plus difficiles, toi ou ta famille? Ben certainement, mais je pense pas que quand tu vis ces choses-là jeune, t'as pas les outils pour avoir du recul sur ce que tu vis, puis t'as pas, t'es un peu, c'est ça, t'es ingénu. Tu sais, je sais pas aujourd'hui ici s'il y a des personnes qui ont des membres de leur famille qui ont des problèmes de santé mentale, mais tu sais, moi, disons, ça a commencé les problèmes de mon frère quand j'avais 12 ans. Fait que là, j'ai 40 ans, donc il y a 20 quelques années, on parlait pas autant de santé mentale qu'on en parle aujourd'hui dans les médias, tu sais, Belle pour cause pour la cause. C'est payant pour Belle, mais c'est pas quelque chose qui existait à mon époque. Fait que, tu sais, dans mon cas, c'est mon frère faisait des psychoses, puis quand t'as quelqu'un qui fait une psychose, ben tu comprends pas ses gestes, tu comprends pas pourquoi ses paroles, puis ça devient très anxiogène parce que si c'est quelqu'un que t'aimes, t'es comme, mais voyons, je suis en train de le perdre, là, je comprends plus ce qui se passe. Fait qu'aujourd'hui, on a plus d'outils, puis on en parle plus de santé mentale, mais à l'époque, pour moi, c'était complètement, je me sentais toute seule avec ça. J'allais à l'école, mon frère était pas rentré de la nuit, tu sais, il se battait, c'était tout le temps, on était tout le temps en danger, en fait. On avait toujours peur pour sa vie, ma mère et moi. Fait que c'est sûr que là, j'aborde ça en rigolant. Parce qu'il y a quand même à traverser toujours de l'humour. Parce qu'il y a une personne qui est à moitié coucou, mais elle va faire des affaires super épeurantes, mais elle va faire des affaires aussi complètement drôles. Fait que je trouvais ça le fun de créer un petit... tu sais, raconter ça avec tendresse, puis aussi avec... je pense que mon travail est souvent comme ça. C'est vous allez rire, vous allez pleurer un petit peu, puis vous allez rire. Fait que je vous fais comme une sandwich d'émotions. Puis, ouais, c'est effectivement, encore une fois, tu sais, l'humour aide à faire passer ces sujets-là, mais je pense surtout parce que je parle de beaucoup de choses, dont les croyances nouvel-âgistes de mes parents quand j'étais jeune. Fait que ma mère a fait comme un rebirth. Tu sais, quand tu vas revivre ta naissance en respirant vraiment vite avec de la vapeur, je sais pas trop quoi. Elle a vu des chamans, c'est toutes sortes d'affaires, puis finalement, c'était assez moyen à elle. Elle allait mal, puis elle se faisait proposer ça par des personnes de son entourage, tu sais. Là, j'ai comme revisité ça. C'est quoi les chamans québécois? Ça vient d'où? Il y en a combien? Pourquoi on va les voir? Fait que j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques sur les modes de spiritualité québécois. Puis après, j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques à rebours sur les antidépresseurs. Parce que mon livre parle, bien sûr, roche-papier, citalopram. C'est ma médication. Là, je sens que le feedback que j'ai au salon du livre, c'est que tout le monde qui prend du citalopram va prendre le livre pendant que je suis en train de dédicacer. Puis je suis comme, all right, I see you. Puis là, c'est quand même assez populaire, mais tu sais, je pense qu'il y a 10 personnes. 13% des Canadiens prennent des antidépresseurs de ce type-là. En tout cas, aux dernières statistiques. Je suis sur Effexor. C'est ça, on est beaucoup à prendre des antidépresseurs, mais personnellement, quand je me le suis fait prescrire, j'étais tellement en détresse que j'avais pas pris le temps de lire sur c'est quoi les effets, quand est-ce que je vais pouvoir arrêter, comment, pourquoi. Fait que j'ai fait le livre à rebours que j'aurais aimé lire avant de commencer à en prendre. Fait que c'est un peu ça. Tu l'as abordé un petit peu. Je voulais parler de vos titres. Parce que, tu sais, dans le monde littéraire, il y a des gens qui choisissent plutôt des titres abstraits, métaphoriques et tout ça. Puis il y a des gens qui sont plus en mode de straight to the point. Toi, Sofiane, les féministes n'ont pas d'humour. Là, ça fesse. Ça dit ce que ça a à dire. Faut quand même lire les sous-titres. Oui, c'est ça, le sous-titre. Attends, je le répète, une idée reçue qui a fait son temps. Parce que sinon, les mascus de ce monde, vous allez faire le saut en l'ouvrant si vous accrochez à les féministes n'ont pas d'humour pour le lire au complet. Effectivement. Puis toi, Sarah, roche-papier, citalopram, exactement, pour les gens qui sont dans le 60... Ouf, j'ai étudié en comment, moi, pas en maths. 60... l'inverse de 13%. Oui, c'est ça. 87%, voilà. Oui, j'ai étudié en communication, comme je vous le dis. Alors, le 87% qui ne sauraient pas c'est quoi le citalopram, ben, c'est une médication, entre autres, utilisée pour traiter la dépression, les attaques de panique chez l'adulte. Fait que, je dirais un petit peu métaphorique, mais non, straight to the point. Roche-papier, c'est métaphorique. Citalopram, c'est straight to the point. Puis toi, les féministes n'ont pas d'humour aussi, ça va straight to the point. Comment vous avez choisi ce titre-là? Je suis prête.
Vas-y. Mais je pense que, tu sais, quand on a des problèmes aujourd'hui, on a des problèmes de santé mentale, il y a du monde qui vont faire comme, OK, je vais aller m'acheter une bonne bière ou du Jack, puis ça finit là. Il y a du monde qui vont se rouler un joint. Il y en a qui vont faire, OK, je vais aller consulter. Tu sais, qu'est-ce qu'on a comme choix pour aller mieux? Ben, roche, papier, ciseaux. Ben là, moi, c'est roche, papier, citalopram. C'est-à-dire que voici les... Tu sais, ben, tout le monde a compris ici que c'est comme pour dire, hey, c'est quoi nos options pour qu'est-ce qu'on va essayer, puis à quel prix, puis en sachant quoi derrière. Fait que, aussi, je parle de magie, parce que bien sûr, les personnes qui croient aux chamans, aux médiums, ben, c'est des personnes qui croient à la magie. Fait que roche, papier, je sais pas, ça fitait. Puis tu sais, les roches, le pouvoir des roches. Witchy un peu, là. J'en parle dans mon livre. Ouais. Fait que ça fitait bien. J'aimais ça. Oui, c'est Ben satisfaite de ce titre-là. toi, Sofiane. Au départ, c'était pas supposé être ça. C'était humour et féminisme. Pas si incompatible. Puis quand on le disait, c'était comme... Ça rapproche pas. C'est pas assez... Mais ça sonne bizarre. Puis c'était... Ouais, fait que en fait, c'est la maison de... La directrice de collection qui était comme, non, pas vraiment. Puis là, on a cherché tellement longtemps le titre. Puis finalement, j'étais comme, tu sais, c'est juste cette phrase-là qui me revient, les féministes n'ont pas... Tu sais, ça veut tout dire. Là. C'est comme, t'as déjà entendu ça 150 000 fois. C'est quand... C'est l'idée que vous déconstruisez. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'à un moment donné, on a comme fait, ben, il faut choisir. La date limite est demain, ça va être ça. Tu sais, fait que ça s'est vraiment fait sur le bord du précipice. Là, Oui, on a eu le choix de choisir. ben, ça frappe l'imaginaire. Oui, c'est ça. Ça remplit sa mission. Exact. Toutes les deux. Ah oui, là, je serais au moment où est-ce que je voudrais vous lire une quote chacune de vos livres, OK? Parce que, écoute, on veut attirer, on veut que les gens l'achètent après, là, c'est ça, là. Alors, je vais commencer par Sofiane. Est-ce que j'ai mis ça? OK. Alors, Sofiane, à un moment donné dans le livre, c'est écrit malgré tout, l'idée reçue selon laquelle les féministes n'auraient pas le sens de l'humour a la couenne dure. En effet, nombreux sont les exemples dans l'actualité où on accuse les femmes de censurer les humoristes et de menacer leur liberté d'expression. Pourtant, il n'a jamais été question de bâillonner qui que ce soit, mais plutôt de ne plus laisser passer sans réagir les blagues dénigrantes et sexistes sur lesquelles certains humoristes ont bâti leur carrière. J'ai personnellement des noms en tête. Non, mais pourquoi il y a une aussi grande résistance à l'humour féministe? Ouais, c'est une bonne question. Ben souvent en humour, on cherche le commun, hein, tu sais. Donc ça. Puis les gros joueurs de l'industrie, ils veulent encore attirer Régent et Monique qui ont du cash. Parce que nous, les féministes, souvent, on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on peut pas aller au gros spectacle. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai constaté, en fait, pour que l'humour féministe réussisse à percer, c'est vraiment des réseaux parallèles qui se sont créés et qui ont créé ses propres espaces. Souvent, on va dire, dans les féministes, c'est des entrepreneurs parce qu'elles vont créer leurs propres espaces, elles vont booker sur leurs propres soirées, elles vont permettre à d'autres féministes de jouer, d'avoir plus de temps pour travailler leurs textes aussi, parce que si on ne donne pas une plateforme pour te pratiquer, ben t'as pas le choix. Sauf que les personnes qui organisent ces soirées, genre toi, ben là, après, tu as moins de temps pour travailler sur ton texte et compagnie parce que tu finis aussi par être entrepreneur, tu sais. Donc, il y a souligné. C'est vrai, mais c'est vraiment vrai. Tandis que les humoristes, ils ont plein de soirées où ils peuvent aller faire du cash. Fait qu'il y a ça. Ensuite, il y a encore la préconception que les féministes vont trop loin. En fait, il y a cette idée-là que ça va choquer, qu'on va brusquer les idées, qu'en fait, on va voir des spectacles d'humour pour se libérer du stress du quotidien. Fait que pourquoi on irait voir un spectacle d'humour qui va, en fait, nous rappeler que le monde va mal, tu sais? Fait qu'il y a un peu cette idée-là, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec ces réseaux parallèles, c'est que ça fonctionne. Il y a un public qui est là, qui est prêt. Je pense à Hystérir, qui était un premier festival complètement féministe que Emna a co-organisé. Et ça a été un franc succès. Là. Si je ne me trompe pas, ça va même se répéter, peut-être. Oui, donc, Sophie Durocher a dit que c'était pas une bonne idée. Fait que c'est là que tu sais que tu as un bon produit entre les mains. Oui. Ben oui, mais puis les personnes en position de pouvoir dans le milieu de l'humour, malheureusement, ce sont rarement. Mais est-ce que c'est peut-être une question de temps? Au sens où aux États-Unis, puis aussi le marché est plus petit au Québec, parce qu'aux États-Unis, tu as des gros noms qui font qui remplissent des salles. Je sais pas qu'est-ce qui est Dans ma tête, je suis en train de fouiller dans les archives. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que la première cohorte de l'École nationale de l'humour, je pense en 93, elle était paritaire.
Fait qu'on voit que, en fait, après ça l'était plus du tout, là, by the way. Et là, ils sont en train de redevenir paritaires, sauf cette année. Et donc, en fait, c'est toujours ça, dire, c'est l'effet du temps qui va changer les choses. Il faut attendre. Puis, en fait, quand on regarde, ben, c'était déjà des sujets qu'on considérait en 93 comme novateurs puis qui allaient changer. Je pense à Anthony Cavana, il faisait des spectacles super critiques sur le racisme en 93. Il était extrêmement populaire. Puis là, encore aujourd'hui, là, c'est comme, enfin, on a des discours antiracistes. C'est comme, non, c'est là, mais vous les mettez pas de l'avant. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un mythe là, de cette idée que ça va changer naturellement. Oui, c'est sûr que les mœurs, les valeurs, ça évolue. Mais là, si on attend, mettons, en ce moment, alors qu'il y a une remontée de la droite, ben en fait, on voit que les jeunes sont de plus en plus antiféministes. Donc, l'effet du temps, si on attend en ce moment, on va être dans la merde. Fait qu'il y a ça aussi, ouais. Je pense que c'est quand même un mythe à déconstruire, ouais. Mais je pense que c'est toi qui le disais dans une balado que j'ai écoutée il y a quelques années où tu disais justement cette affaire-là de attendre que le temps fasse les choses. En disant, en gros, ça veut dire, on attend que dans la société, les choses bougent pour que dans la culture, dans le milieu de l'humour, les choses bougent, mais c'est l'inverse, Ben oui, en fait. carrément. C'est la culture qui influence. Ouais. Tu sais, je veux dire, si, mettons, on se met à voir plein de personnes de la diversité culturelle à la télévision, ben peut-être qu'à un moment donné, on va être moins raciste avec nos voisins. Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment... exactement ça. On dit toujours ça. Oui, la culture, c'est un miroir de la société, mais c'est aussi l'inverse. Fait que... Mais donc, ça nous prendrait une mécène humoriste féministe, là, si je comprends bien. Mais il y en a de plus en plus. C'est pas qu'il y en a pas, mais c'est qu'après, il faut les mettre de l'avant et aussi, pour arriver là, il faut qu'ils tonent down leur discours. Il faut pas qu'ils soient trop féministes. Puis un coup qu'ils ont fait leur place, qu'ils sont sous le spotlight, là, ils peuvent se permettre de l'être. Ou il y en a qui vont complètement se déradicaliser parce que là, ils vont profiter des structures qui sont déjà en pouvoir. Donc, pourquoi aller critiquer ce que, dans le fond, ils ont permis de monter? Il y a ça. Oui, exact. Tu sais, moi, quand je disais à la blague tout à l'heure, des féministes engagées, personne nous engage. C'est pas une exagération, c'est vrai. Tu sais, là, je suis engagée par le Salon du livre parce que c'est woke, les livres. Mais pour vrai, dans les instances, dans le milieu de l'humour, tu sais, le mainstream, vous me verrez jamais dans un gala juste pour rire. J'ai fait mon deuil de ça. Vous me verrez jamais au tricheur. Vous me verrez jamais parce que j'ai choisi de pas tone down. Mais on m'a souvent, depuis le début de ma carrière, conseillé Emna, il faut que tu choisisses entre le militantisme et ta carrière. Ouais. On m'a dit ça, des humoristes très populaires qui font de l'argent aujourd'hui m'ont dit, moi, j'étais comme toi, Emna, à mes débuts, puis j'ai toned it down, puis aujourd'hui, ils sont propriétaires, puis ils ont un chalet, ce que j'aurais jamais aussi. Oui. Mais à un moment donné, c'est ça, faut faire vraiment ça. Tout à fait. Un extrait de ton livre maintenant, Sarah. Alors, Sarah, toi, il faut que je mette un peu en contexte, parce que tu parles un peu de la présence d'une forme de foi dans ta vie, ou en tout cas qui a été transmise par ton père, entre autres, qui est membre des Alcooliques Anonymes. Tu en parles dans ce livre-là. Tu dis qu'il y a une prière qui t'a marqué et que tu te répètes encore parfois, puis j'avais envie de l'assister. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans l'audience qui vont la connaître. Ah ouais. Let's go. OK. Fais un test. Alors, mon Dieu. Mon Dieu, je pensais pas faire ça au Salon du livre. OK. Mon Dieu. Je devrais-tu prendre une voix? OK. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Ah, mon Dieu, il y a quelqu'un qui faisait du karaoké sur la prière. OK, moi, je suis pas particulièrement croyante, mais ça m'a parlé vraiment beaucoup. Est-ce que ton livre essaie de nous faire réaliser qu'on a tout un peu la foi, finalement? Mais là, Emna, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein. C'est non, j'ai des prières qui est dite dans les AA, puis c'est-à-dire que, bon, c'est quand même associé au catholicisme, les alcooliques anonymes. Ouais. Puis... c'est plus proche qu'on pense ça peut s'appliquer sur plein de situations, finalement. Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, de se dire, hey, j'aimerais ça avoir la force de pas m'acharner sur quelque chose que je peux pas changer, ben ça va du sens, tu sais. On n'a pas besoin d'être croyant pour penser à ça. Fait que ça, j'ai aucun crédit pour ça, là. C'était imprimé dans mon salon. Fait que la question, c'est... Ben, dans le sens, est-ce qu'il y a d'autres affaires, d'autres aspects de la foi que tu t'es rendu compte qu'il y avait des parallèles dans ta vie ou c'était vraiment juste ce lien-là? Non, c'est juste ce lien-là. Non, mais la foi, je pense que... En fait, la foi que j'ai eu besoin de développer, c'est vraiment la foi en moi, en moi-même, tu sais, de dire, ben, j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'écrire, justement, j'ai le droit de prendre de la place. C'est pas quelque chose qu'on nous enseigne en tant que fille, que femme. Puis, c'est ça, même d'être drôle ou d'être vulgaire, c'est quand même mieux vu chez les gars, chez les hommes. Fait que, tu sais, mon travail
est quand même un peu vulgaire par moments, choquant, mais toujours un peu pour faire rire. Fait que c'est sûr que ça, c'est mon petit côté boys. Mais c'est pas toujours bien vu, tu sais, justement, d'avoir des titres comme... j'ai un mini-livre qui s'appelle « Fruit de la plotte ». Ben, quand j'ai entendu Marie-Louise Arsenault le dire, plus on est de fous, plus on lit, tu sais, j'étais comme gênée. Puis j'étais comme, comment la majorité des gens vont le prendre? Mais tu sais, si tu veux parler justement d'inégalité dans la sexualité, de l'écart orgasmique, par exemple, ben tu sais, ça, c'est un titre qui attire l'attention, puis on enclenche une discussion. Fait que c'est souvent des titres qui vont être peut-être un peu vulgaires, mais pour attirer l'attention sur des enjeux qui sont réellement frustrants pour surtout les femmes hétéros. Oui. Oui, on est là-dedans. On se part un club bientôt pour me pleurer ensemble. On prend des là-dessus. On dirait j'ai envie de partir. Tu me permets-tu de d'ailleurs ça à mon one-way? J'aimerais vous dire aussi que Fruit de la plotte est en vente à l'espace Zine en ce moment. Il doit en rester 5 copies. Allez-y, c'est genre 5$. J'adore. Merci. Vous allez devoir faire la course contre moi parce que moi, je vais vraiment marcher ça puis le faire joue de la harpe. Mais tu me... Oui, il y a comme une... C'est quoi la harpe? Ouais. Ah, du petit xylophone. Parce que ça sonne aussi un peu comme une alarme de téléphone. Genre, c'est ça fait le Non, on peut continuer. On a encore un bon 15 minutes, 15-ish minutes. Mais tu me devances sur ma prochaine question. J'allais vous demander, est-ce que c'est difficile à vendre comme idée à une maison d'édition un livre drôle ou un livre sur l'humour quand on est une femme, quand on est féministe de surcroît? Il faut juste trouver la bonne gang, en fait. Je pense que oui, mais en même temps, c'est qu'une fois que tu sais, quand j'ai lancé Bijoux de banlieue, j'avais vraiment peur. Je sais pas si j'avais peur, mais tu sais, je travaille. En fait, je fais des zines. Est-ce qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi un zine dans l'assistance? C'est comme des petits livres d'art que tu fais toi-même. Dans le fond, le mot zine vient d'un magazine. Fait que ça fait 10-12 ans. Je vous invite, ceux qui connaissent pas ça, à passer à l'espace zine. Juste ici, vous allez voir c'est quoi. Il y a c'est des artisans qui s'auto-éditent, qui font ce qu'ils veulent en mini format de livre. Fait que je suis dans ce milieu-là depuis 2010. Puis quand tu es dans ce milieu-là, ben, tu rencontres d'autres personnes qui font de l'auto-édition, puis tu peux faire ton propre truc quand tu t'auto-édites. Puis là, à un moment donné, ben, il y a des maisons qui voient que ça marche. Fait qu'ils sont comme, hey, cette personne-là, elle arrive à vendre 1000 livres en allant les porter dans les librairies avec son sac à pied, puis la radio en parle, puis tu sais, il y a un potentiel là. Fait que je pense que moi, ça part de... J'ai fait quelque chose avec mon cœur en étant audacieuse, mais là, c'est comme dès que le marché... Les gens qui ont le capital, ils voient que quelque chose marche, ben là, ils veulent. Là, c'est comme, OK, let's go. On embarque. Fait que, tu sais, Bijoux de banlieue a connu quand même un bon succès. Puis là, ben, ce livre-là au Quartz, en fait, c'est dans la collection des Brûlots. Puis c'est des essais quand même. C'est des petits essais quand même politiques. Puis c'est des essais que j'ai beaucoup appréciés, qui me touchent. Fait que j'étais quand même très contente de publier un essai avec cette maison-là. Puis Marie-Noël connaissait mon côté humoristique. Puis c'est ça qu'elle avait le goût de faire aussi. Fait que je pense que c'est ça, il faut trouver les bons partenaires. Puis il faut trouver des gens qui sont aussi audacieux et audacieuses. Vraiment. Moi, je pense qu'il a été le plus difficile parce que si on veut, avec l'Observatoire de l'humour, on m'a vraiment pris par la main dans ce cheminement-là. Mais ce qui était le plus difficile, c'était passer d'une forme d'écriture très scientifique à l'université, alors que là, il faut mettre du soi, tandis qu'on est comme habitué à se distancier. Tu disais, en effet, ben ça, c'est clairement des formations professionnelles, là. Fait qu'il a fallu que je mette de la chair autour de l'os parce que sinon, ben c'est plate à lire, là. Ben, je veux dire, vous pouvez bien lire des mémoires, mais c'est un peu moins passionnant. Oui, c'est ça. C'est très sec. Oui, c'est très sec. Fait que ça a été un gros apprentissage à faire parce que je trouvais que la carapace de scientifique te crée comme une protection. Si t'es comme, ouais, mais je suis en train d'étudier quelque chose. Tandis que là, t'es moins vulnérable quand tu cites d'autres personnes. Oui, exact. C'est pas moi. Parle au jeu. C'est ça. Fait que ça a été déstabilisant. Puis c'est ça que j'ai dû le plus travailler. Mais vu que c'est un ouvrage collectif, il y a ça aussi, les tons sont différents. Mais le fait que ce soit une personne, un chapitre, ça permet que chaque personne puisse mettre sa couleur. Puis ça, je pense, c'est ce qui est intéressant du livre aussi, c'est qu'on a des opinions qui sont différentes, on a des visions du féminisme qui sont aussi différentes. Et ce qui fait que, c'est ça, on parle souvent des féminismes avec un S parce qu'il y a plusieurs formes. Mais c'est important de le rappeler aussi au grand public, les gens qui s'intéressent pas à justement la littérature féministe ou quoi, parce qu'on a une image de la féministe comme frustrée,
qui haït les hommes, tu sais, déjà Emna, mettons. Je me suis sentie... Mais il existe toutes sortes de formes de féminisme, comme tu l'as dit. Puis, tu sais, il y a des femmes qui se disent féministes, qui sont pro-pornographie. Il y en a qui sont anti-pornographie, travail du sexe, etc. Fait que c'est vraiment important de On n'est pas un bloc monolithique. Vraiment pas. Non. Puis c'est ce qui fait la richesse aussi, je pense, des mouvements féministes, c'est qu'on est en constante soit contradiction ou confrontation, mais on essaye du moins de se parler et c'est ce qui fait en sorte que nos réflexions sont jamais arrêtées puis on est toujours vers l'avant dans une perspective de justice sociale, tu sais, fait que... Il y a du monde boqué de tous les camps, par exemple. Ben oui. Ça arrive entre féministes de se chicaner. Ben oui. C'est pas un mythe. Tout à fait. Mais on le souhaite pas. Mais non. Ouais. Il y a aussi des intersectionnalités que des fois des féministes laissent de côté. Mais oui. À ne pas à considérer. Est-ce que vous vous êtes heurté à des... En fait, non, je vais changer ma question. Est-ce que vous avez dû faire des compromis dans ce livre-là ou est-ce que vous avez vraiment trouvé justement le filon qui vous permettait d'être 100% dans votre idée de départ? Ben, moi, dans lui, j'ai fait aucun compromis, mais dans Bijoux de banlieue, j'avais 2-3 pages qui étaient limite dégueulasses. Puis mon éditrice, qui est potentiellement ici, était comme ça va un peu trop loin. Donc là, j'étais comme, tu sais, j'y ai repensé, puis c'était pas mes pages préférées, fait que j'ai... Mais tu sais, c'est 3 pages sur 352. Fait que j'étais comme, ça va. J'accepte. J'ai eu une grande liberté. OK. Ouais, très cool. Ouais. Il y a des phrases que j'ai dû retravailler, tout ça. Pour pas brusquer. Moi aussi, c'était un peu ça, là, de pas être trop intense. Mais c'était vu que c'est dans une perspective de rejoindre le plus de monde possible, puis de vulgarisation aussi, je pense que ça allait pas contre mes valeurs. Ouais. J'étais comme, ben oui, dans le fond. C'était plus un œil extérieur pertinent. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on est moins prise au sérieux quand on choisit la voie de l'humour pour traiter de sujets à la base pas drôles, entre guillemets, comme la misogynie, la montée de la droite, les troubles de santé mentale? Est-ce qu'on est moins prise au sérieux? Est-ce que, de facto, les gens sont comme « Ben non, j'embarque pas ». Ben, à l'université, travailler sur l'humour, ça a été quand même rock'n'roll. Souvent, on dit c'est rare qu'on va financer des recherches sur l'humour. On utilise souvent l'idée que l'humour, c'est une grenouille et que quand on va l'étudier, en fait, l'analyser, il faut la décortiquer, donc il faut la tuer. Hein, c'est un peu quand on dit qu'il faut expliquer une blague. Un coup que tu expliques une blague, ben, c'est rare que ça va être drôle par la suite. Fait que c'est comme un peu... il y a comme cette image-là, ce qui fait en sorte que si tu l'étudies, ben, tu le dénatures. Puis si tu l'étudies... Fait que c'est comme un peu mieux de pas l'étudier. Moi, je suis arrivée dans un moment où est-ce qu'on commençait de plus en plus à considérer que l'humour avait une place prépondérante au Québec, ce qui est le cas vraiment, là. Et donc, à ce niveau-là, j'ai quand même réussi à avoir du soutien, mais je dirais qu'en sciences politiques, c'était quand même difficile parce que fallait toujours que je démontre que l'humour était politique, que ça s'inscrivait dans des rapports de pouvoir. Donc, il fallait souvent que je fasse des jambettes ou des gros détours pour arriver à ce que je voulais dire. Fait que ça a été quand même compliqué. Et c'est aussi pourquoi j'ai fini par continuer mon doctorat en sociologie, parce que c'est beaucoup plus large sur la société en général. Donc là, j'avais plus besoin de faire ce chemin-là. Mais ouais, au niveau de la crédibilité, c'est plus difficile, mais en même temps, je trouve ça super le fun d'étudier un sujet qui est quand même accessible à tout le monde. Fait que c'est comme, je gagne ça au final. Ouais. Je suis bien contente. Ben, moi, je pense que c'est sûr qu'on a toujours... Ben, en tout cas, moi aussi, j'ai fait des études, mais absolument pas dans ce champ-là. J'ai fait un bac et une maîtrise en études hispaniques. Ah. Donc, j'ai quand même appris la rigueur de bien citer, bien trouver ses bonnes sources. Fait que, tu sais, j'applique... Mettons, ici, on a 50... Je sais pas combien de notes de bas de page dans ce livre-là. Mon éditrice est comme... Wouah! Mais c'est important pour moi d'appuyer qu'est-ce que je disais puis d'aller chercher des faits. Puis, dans Bijoux de banlieue aussi, il y a des statistiques sur les inégalités salariales. Puis, c'est important pour moi de faire des blagues, mais qu'elles soient appuyées par justement des vrais faits pour pas que les gars fassent « Ouais, mais c'est pas vrai, là, on est égaux, vous l'avez atteint, l'égalité. » Ben non, puis voici des sources à vérifier, c'est-à-dire à valider, à prendre en compte. Fait que c'est quand même... Je pense moi, j'ai le réflexe encore de trouver des sources pour appuyer mes dires, pour débattre comme il faut dans les situations de party de Noël ou de bureau, que quelqu'un dit « Ouais, mais c'est le féminisme, c'est plus nécessaire. »
ben check, voici 75% de, tu sais, genre, j'aime ça, sortir mes stats, puis là, ça clôt la discussion. Mettons si t'en avais une. Hey, là, le rythme s'empare de nous. Là, on va bientôt danser sur la scène, mais mettons, là, si t'en avais, justement, là, le temps des fêtes s'en vient, là. Mettons, y en a-tu une, là, que tu prévois utiliser, là, je sais pas, mettons, je suis un mononcle, là, qui est un peu homophobe, on l'aime, là, mais, tu sais, tu veux pas y expliquer pourquoi t'as mis tes pronoms dans ton adresse courriel, parce que ça va être vraiment... Mettons, qu'est-ce que tu y dirais? Ah ben, pour vrai, l'histoire des pronoms, je saurais pas... En fait, ça s'applique pas vraiment à moi parce que ma famille est super ouverte puis ils savent que je suis comme intolérante. Moi, je suis la woke intolérante à Noël, fait qu'on parle pas de ces choses-là avec moi. On teste pas. On joue aux cartes pis c'est tout. OK. Non, c'est bon, c'est faire peur. C'est ça la clé. Faire peur, c'est la clé. Toi, Sofiane, toi aussi, là, tu dois être une machine de stats. Ça dépend parce que il y a ça aussi. Moi, j'ai eu bien de la misère parce que dans des parties, je finissais à être un peu l'universitaire de service. On est lourde. Non, mais c'est comme... Là, il y a un débat qui arrive, puis on vient de chercher, tu sais, mais c'est comme, je ne sais pas de quoi vous parlez, là, tu sais, il y a ça où j'ai pas la réponse. Puis je pense que ce qui fâche de plus en plus, pas qui passe, ou l'incompréhension, c'est que plus tu fais d'études, plus tu te rends compte que tu sais rien. Fait que souvent, la réponse, c'est je sais pas. C'est bien décevant pour du monde que pour eux, il faut répondre tout de suite. Mais tu sais, on a tous aujourd'hui un téléphone à portée de main. Fait que là, c'est juste d'identifier des sources valides. Oui. Fait que ça, on peut aider les gens dans le party à dire ça a l'air louche, ça a l'air d'une bonne source. Regarde ça. Et c'est ça. Regardons. Puis si je pouvais vous demander s'il y a une chose, bien, il y en a sûrement plusieurs, mais une chose que vous aimeriez que les lecteurs, les lectrices retiennent de votre livre. Wow. Ouais. Toi, t'as-tu déjà Ben, moi, c'est que ça serait que c'est correct de prendre des antidépresseurs si c'est là que t'es rendu puis t'es en train de crever dans ton lit. Prends-en. Ça serait ça mon message. Puis aussi, si tu vas voir un chaman parce que t'as une tumeur, va aussi voir un vrai médecin. Tant que tu fais les deux médecines alternatives et officielles, je suis dans ton équipe. Si tu vas juste voir la voyante, ça se peut que tu crèves bientôt puis ça me fait mal au cœur. Ça serait ça mes messages. C'est des bons messages dans l'ensemble. Moi, ça serait sur la question de la liberté d'expression. Là, vraiment de comprendre que c'est pas parce qu'on te critique qu'on est en train de te censurer. Je pense que ça, faut comme... Excellent point. Faut comme accepter ça à un moment donné. Là. Fait que ça, ce serait l'élément que je trouve qui est important. Puis le deuxième, ce serait d'apprendre, parce que je trouve que c'est une belle démonstration, c'est que l'humour féministe, c'est pas toujours explicite. Des fois, ça se manifeste d'une manière tellement underground qu'on a de la misère à la saisir, puis après, tu dis « Ah, mais en fait, c'est juste qu'on a mis des lunettes qui nous permettent de voir une situation sous un angle qu'on n'aurait pas imaginé. » Puis ça, en fait, parfois, c'est juste ça, la part féministe. Fait que je pense que ça, je trouve que c'est bien démontré dans le livre, que ce soit à travers, justement, une pièce de théâtre, que c'est très subtil, mais quand tu le lis, tu te dis « Ah, si, c'est bon, là. » Tu sais, comme... Ouais. Parfait. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser à nos deux autrices? Ben moi, j'ai une question au public. On travaille ensemble, hein? La personne avec la moustache devant moi travaille à Radio-Canada? OK, je vais te montrer ton sosie tantôt parce que c'est pour ça que je te faisais des yeux. Tu répondais pas. Mais là, la question est réglée. Tout le monde, on se connaît pas, moi, tu te mets. Je vais te présenter ton sosie sur un téléphone. Bon, d'autres questions plus pertinentes? Oui? Ben, voulez-vous venir ici, non? On n'a pas de micro. Oui, non, on n'en a pas, mais j'allais la répéter au micro, mais c'est vrai que même moi, j'entends pas. Non, mais t'as raison, moi aussi, je l'entendais pas. Un petit peu. Oui, je vais la répéter. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Excellente question. Alors, la question était par rapport au titre de cette causerie, Humour au féminin. Est-ce qu'il y aurait une différence entre humour au féminin et humoriste féministe? Oui, c'est une super bonne question que j'aborde d'ailleurs dans l'introduction parce que dans les définitions de l'humour féministe, il y en a qui vont considérer que le simple fait d'être une femme sur scène, c'est une posture féministe parce que ça contribue à percer, si on veut, le rideau de verre. Donc ça, c'est une des conceptions. Mais après, il y en a d'autres qui vont pas être d'accord avec cette conception-là parce que des femmes antiféministes, ça existe. Et aussi,
il y a l'idée que, ben, parce que ça aussi, c'est un débat qui était quand même là au cœur des femmes humoristes. C'est l'idée que je veux pas être vue comme une femme humoriste. Je veux être vue comme une humoriste. Et c'est ce qui est une question qui est quand même intéressante en soi. Mais l'humour étant basé sur ta vie, ton récit, ta vie de tous les jours, mais ça fait que tes interactions dans la vie sont genrées. On va interagir avec toi d'une manière à ce que tu es une femme. Fait que ce que tu vas venir raconter sur scène va être en quelque sorte teinté de ce que tu vis dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est comme un des éléments. Donc c'est pour ça que souvent, on va dire, même je pense que c'est peut-être toi qui avais utilisé cette allégorie, mais c'est une ligne que tu peux te promener sur cette ligne. Donc, avoir un humour qui est extrêmement féministe puis que ça se voit demain. Ou alors te positionner comme, juste parce que je suis une femme puis que je prends la parole d'un point de vue féministe, je suis vue comme je fais de l'humour féministe. Donc, c'est des conceptions différentes. Et deuxième chose, il y a des personnes non-binaires qui font de l'humour féministe aussi. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute aussi plus généralement humour féministe dans le cas de ce livre-là. Voilà. C'est bien dit. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Excellente réponse. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir des personnes qui vont pas vouloir s'associer à l'étiquette féministe, justement de par la connotation péjorative qui est attachée, tu sais, puis on veut pas faire peur au monde. Tu sais, je suis sûre que tout le monde serait bien crampé de la majorité des jokes de cet humoriste-là, mais à cause qu'on perçoit puis qu'on démonise les féministes dans les médias de masse, tellement... c'est comme si ce sont les ennemis là, de la démocratie en ce moment et du bien-être et de la liberté de parole, mais tu sais, je sais pas, ça serait le fun qu'on change notre perspective par rapport au mot féministe, puis c'est pas toutes les femmes qui sont... Tu sais, il y a beaucoup de musiciennes aussi qui disent « Ben moi, je suis une musicienne avant tout, je suis pas... je veux pas aller à un panel de musique de femmes, je veux juste qu'on étudie ma musique, puis je veux aller à un panel de musique, tu sais. » Fait qu'il y a des personnes qui sont emprisonnées par ça. Puis il y a des personnes qui sont, au contraire, qui embrassent cette étiquette-là. Fait que je pense que c'est libre c'est différent pour chaque artiste, chaque personne. Vraiment. Puis si je peux rajouter juste mon grain de sel, parce que c'est justement, j'en parle dans le chapitre que j'ai signé dans ce livre-là, où je parle du manque de sororité dans le milieu de l'humour. C'est vraiment c'est drôle, dans un livre féministe, j'ai choisi de parler des non-féministes, mais c'est parce que ça m'a beaucoup heurtée, moi, parce que je fais beaucoup d'initiatives pour mettre de l'avant les femmes et les personnes de la diversité de genre dans le milieu de l'humour. Puis, malheureusement, une des plus grosses résistances que j'ai ressenties, c'est celle de mes collègues femmes dans le milieu qui sont confortables dans le boys club, qui ont peur de perdre leur précieuse place parce qu'elles sont un peu la schtroumpfette du village. Il y a une femme, puis elles réussissent bien, fait qu'elles veulent garder cette place-là. Mais moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est ben non, tendons la main aux autres femmes à nos côtés. Tu sais, moi, je dis souvent, les victoires de nos sœurs sont nos victoires, là. Fait que oui, je l'aborde un petit peu, malheureusement, ce manque de sororité-là parfois. Fait que... Mais tu sais, il y a la trame de fond du capitalisme aussi qui fait que tu es un objet en compétition avec un autre objet. C'est-à-dire un produit qui est... Tu sais, c'est sûr que ça teinte nos relations, malheureusement, puis qu'on s'en rende compte ou non. C'est tout le temps la faute du patriarcat. OK, et j'adore ça, conclure ça avec ça. Et j'ai quelques mots à vous dire avant de vous laisser partir. Ben, d'abord, c'est déjà la fin de cette superbe conversation. Merci à Sophie-Anne Morancé et Sarah Hébert. On peut les applaudir encore une fois. Merci à toi pour l'animation. Ben, merci. On peut se procurer vos livres « Les féministes n'ont pas d'humour » et « Roche-Papier Citalopram » d'ici la fin du Salon du livre. Oui, alors Roche-Papier Citalopram, c'est aux éditions Quartz. Et « Les féministes n'ont pas d'humour, une idée reçue qui a fait son temps », c'est aux éditions Somme Toute. N'oubliez pas que dès 18h30 sur cette scène, il y aura la causerie Dialogue en ricochet, 3 voix de la romance. Où seront mises à l'honneur 3 visages de la romance, je le répète, la dark romance, la green romance et la romantasy. Ça m'intrigue beaucoup, j'espère que vous aussi. Sophie-Anne et moi, on sera en séance de dédicace pour ce fabuleux livre aussi à 18h30. Il y a des grands choix à faire. On va être au kiosque 1717 avec les éditions Somme Toute. Et toi, Sarah, on peut se procurer ton livre au kiosque 2117 des maisons d'édition Quartz. Et tu seras aussi en séance. En compétition. On est en compétition. Constamment. Il ne peut y avoir une femme. En même temps, tu sais, ça dure 10 minutes. Là, vous allez 10 minutes à monter. Tu sais, on est correct, je pense. Vous pouvez faire les deux si vous avez encore un peu. Oui, on va vous attendre. On va vous accueillir avec plaisir. Fait que merci encore, Sarah, Sophia. Merci. Mon nom était celle-là encore. Je suis pas morte. Voyons.
Moi, c'est Emna Lachaud. Merci d'avoir été là. Si vous aimez mes jokes un peu awkward des féministes, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, connaître mes prochaines dates de spectacle. Vive l'humour comme outil de résistance, la gang, puis bonne fin de salon à tout le monde. Alors,